D'emblée, face à une peinture occidentale, vous aurez une première impression, et c'est normal. Mais ne vous arrêtez pas au premier stimuli visuel, à cette première vision de l'œuvre. Continuez à la regarder. Vous allez vous attarder sur la construction générale de la peinture, sans oublier les détails. C'est parti pour l'analyse d'œuvre. Nous allons commencer par le sujet. Celui-ci vous permet de définir si la peinture est abstraite ou figurative. Si elle est figurative, vous devez préciser le sujet. Est-ce un nu, un paysage, un portrait, une scène biblique ou historique, une scène de genre, c'est-à-dire une scène à caractère anecdotique, etc., etc. Les sujets sont nombreux. Lorsque vous observez plusieurs tableaux, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des sujets plus fréquents que d'autres. La représentation des rois, des dieux ou des scènes mythologiques, par exemple. Les commanditaires de peinture ne sont pas étrangers à la chose. Ils définissent le sujet dans la majorité des cas, au moins jusqu'au XXe siècle. Et l'artiste répond à la commande, avec plus ou moins de liberté. Et oui, les artistes ont besoin de vivre de leur art. Bien sûr, nous devons aussi garder en tête que de nombreuses œuvres ont disparu. Et nous faisons avec ce qu'il nous reste. Il existe une hiérarchie implicite des sujets depuis l'Antiquité. Mais c'est au XVIIe siècle que cela a été théorisé. En effet, l'Académie royale de peinture et de sculpture, en la personne d'André Félibien, établit la hiérarchie des genres. Qu'est-ce que cela signifie ? Le sujet est défini selon cette hiérarchie des genres et cela implique une classification des thèmes et des sujets utilisés dans les arts. Cette hiérarchie part du postulat que certains genres seraient ainsi plus importants que d'autres et mériteraient un traitement matériel de meilleure qualité. En d'autres termes, si vous avez déjà remarqué que des peintures à sujet historique ou mythologique sont plus grandes que d'autres, c'est probablement à cause de la hiérarchie des genres. Selon cette hiérarchie, la peinture d'histoire serait la plus importante, puis viendrait le portrait. Ensuite, la peinture de genre, c'est-à-dire une peinture représentant une scène à caractère anecdotique, puis le paysage, et enfin la nature morte. La hiérarchie des genres reste un critère reconnu par les artistes et les critiques jusqu'à la Révolution française. Au XIXe siècle, cette hiérarchie est suivie de manière moins catégorique et elle est même remise fréquemment en cause par les artistes. Néanmoins, elle reste utilisée par les peintres académiques, notamment en ce qui concerne la peinture d'histoire. La critique est aussi sensible à cette classification, même si, officiellement, les artistes ne sont pas obligés de la suivre à la lettre. C'est en partie pour cette raison que la toile « Enterrement à Ornans » de Gustave Courbet choqua en son temps. En effet, une des raisons du scandale de cette toile est sa taille. C'est un format de tableau d'histoire, alors que le sujet montre un fait anecdotique, c'est-à-dire l'enterrement d'un contemporain de Courbet, et non l'enterrement d'un personnage mythologique ou historique. Et oui, nous sommes ici plus proches de la scène de genre que du scène historique, mais sur un format de tableau d'histoire. C'est cela qui a gêné les contemporains de Courbet. Passons au titre. Approchez-vous du cartel et regardez les informations données. Lisez le titre et posez-vous la question suivante. Est-ce qu'il est utile à la compréhension de la peinture ? Le titre est souvent un pilier central pour comprendre le sens d'une œuvre, mais pas toujours. Le titre peut donner des clés pour interpréter une toile ou au contraire, il peut renforcer sa dimension abstraite ou ironique, ce qui risque de vous empêcher de saisir le sens de l'œuvre. Par exemple, lorsque l'on regarde cette œuvre de Kandinsky, sans titre,
Eh bien, le titre ne vous apporte pas d'éléments clés pour comprendre la scène. Alors que le radeau de la Méduse de Géricault vous aide à analyser la toile, du moins à vous interroger sur ce que l'artiste a voulu représenter ou à trouver des détails en lien avec le titre. Profitez de ce moment face au cartel pour savoir quelles sont la technique et le support utilisé. Cela peut être de la toile, du bois, de la roche, de la céramique, du béton, du papier, etc. Le support varie dans le temps, ce qui entraîne en général une évolution des techniques. Les créateurs et les créatrices doivent s'adapter lorsque le support change. Certaines techniques sont plus efficaces sur un type de support et pas sur un autre. Par exemple, le passage de la peinture sur panneau de bois à la peinture sur toile a eu pour conséquence l'adoption de la peinture à l'huile. Cette évolution vers la peinture sur toile a permis aux artistes de créer sur des supports plus grands. Cet avènement fut progressif et nous aurons l'occasion d'aborder l'évolution des techniques et des supports dans un autre cours. Regardez ensuite si le support est visible malgré la couche de pigments, puis observez la technique utilisée par l'artiste. Les techniques concernent l'évolution du mélange des pigments minéraux, animaux ou végétaux avec des liants. Il en existe plusieurs: peinture à l'huile, à tempera, gouache, acrylique, etc. En peinture, les effets sont différents en fonction de la technique, mais aussi en fonction de la main qui a préparé les mélanges et le support. Les artistes créent leur mélange de pigments jusqu'à l'apparition du tube de peinture. Cette invention fut un véritable gain de temps. Vous voulez en savoir plus sur le sujet? Sachez qu'il y a un cours consacré à l'évolution des supports et des techniques dans la peinture occidentale. Mais avant ça, je vous invite à poursuivre votre apprentissage de l'analyse d'une image en 2 dimensions.